présente, je m'appelle Ségolène Arnaud, je suis la députée de la circonscription. Il y a déjà plusieurs mois maintenant, on a eu envie de parler de l'école. On a demandé à Rodrigo Arenas, ici présent, député de Paris, député LFI, qui est avec moi commissaire à la commission culture et éducation. Il est ancien président de la FCPE, première association parents d'élèves de France. Juste pour vous dresser un petit peu le tableau déjà du dispositif de ce soir, on va un petit peu parler tous les deux. On va laisser aussi Olivier. Donc Olivier est mon suppléant, il est aussi enseignant et donc ça va être aussi l'occasion pour lui de parler de comment il vit son métier. Et on a demandé à un enseignant et une maman d'élèves de venir vous parler justement de leurs établissements. Donc l'établissement Nelson Mandela à Saint-Herblain et la Durantière à Nantes. Au-delà de nos prises de parole, on va faire très court pour que vous puissiez nous raconter comment ça se passe pour vous dans vos établissements et peut-être voir émerger des idées de comment on peut lutter ensemble, comment on se rassemble pour trouver des solutions et savoir précisément quoi demander. On a rencontré, Rodrigo et moi, cette semaine, la ministre Belloubet qui vient de prendre ses fonctions au ministère de l'Éducation, qui est venue nous présenter sa feuille de route pour justement l'éducation nationale. On était très très impatients. Et finalement, ce qu'elle nous a dit, c'est que sa feuille de route, en vrai, ça va être juste de planter des thermomètres un peu partout pour prendre la température et essayer de faire un diagnostic pour savoir quoi faire. Ça fait 7 ans maintenant que Macron est au pouvoir. Là, donc des ministres qui sont censés suivre une feuille de route. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y en a pas. On en est déjà au 3e ministre de l'Éducation en 2 ans, dont un qui est devenu Premier ministre, donc qui a priori est sensible un peu à la question et qui a aujourd'hui normalement le pouvoir de faire bouger les choses. Et en fait, on se rend compte que les dossiers, ils ne suivent pas et que les gens, ils découvrent leurs fonctions au moment où ils arrivent au ministère. Donc nous, on est prêts à leur apprendre, évidemment, ce qu'ils ont à faire. On a plein de choses à leur proposer. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, dans l'éducation aujourd'hui, on nous propose de faire porter des uniformes à nos enfants. On leur propose de faire des classes de niveau. On ne sait pas trop si on pourra changer de niveau ou pas en cours de session. Qu'est-ce qu'on leur propose aussi? On leur demande de faire des stages aussi. Donc ça va plus être à l'école d'assurer leur formation, mais à des entreprises. Et puis on leur demande aussi, pendant leur parcours scolaire, de participer au SNU, donc le service national c'est pourquoi universel. Voilà. Ils porteront un autre uniforme et ils feront la levée des couleurs, qu'ils réapprendront la Marseillaise parce que déjà ils l'apprennent à l'école mais ils recommenceront à l'apprendre. Et puis avec un peu de chance, apprendre les gestes de premier secours quand ils ont les formateurs pour le faire. Ce qui n'est pas gagné parce que pour le moment il n'y a pas la moitié qui ont participé qui ont reçu la formation. Voilà ce qu'on leur propose et par contre il n'y a aucun mot sur les moyens qui vont être donnés pour faire ces classes de niveau, aucun moyen qui est donné aux profs et aux instituteurs et institutrices. Rien sur combien d'argent on va enfin injecter dans l'école publique. Rien non plus sur combien d'argent on injecte déjà dans l'école privée. On n'arrive pas à avoir les chiffres exacts de combien sont injectés entre les dotations qui émanent des départements, des municipalités, des régions et de l'État. On n'arrive pas à avoir le chiffre exact de combien d'argent part dans l'école privée. Et ça, je pense que c'est une question fondamentale de savoir en fait s'il y a une équité entre les élèves qui sont dans nos établissements publics et les élèves qui sont dans les établissements privés. Aujourd'hui, et franchement je le comprends, il y a de plus en plus de parents qui se disent que si c'est pour ne pas avoir un prof dans l'école de leurs enfants, si c'est pour que les profs ne soient pas remplacés, par exemple, si c'est pour qu'il y ait une éducation au rabais, avec des classes de niveau pour le public, mais finalement pas pour le privé, on cherche le meilleur intérêt pour nos enfants. Et moi, je comprends qu'on puisse vouloir aller dans l'école privée, mais ça signifie derrière que l'État faillit et rompt la promesse d'égalité pour nos enfants. Donc, comme Ségolène a dit, je suis Rodrigo Arenas, je suis député LFI sur Paris. Je suis fils d'exilé politique en fait qui vient du Chili. Donc quand vous êtes dans le bagage de votre père qui a fait 4 ans de clandestinité, c'est pas génétique mais c'est au moins culturel. Et j'ai eu l'opportunité de grandir dans une ville qui s'appelle Champigny-sur-Marne. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, c'est la ville de Georges Marchais. Donc forcément, ça fait aussi une jeunesse qui quand même veut s'engager contre les injustices d'une façon générale. Il n'y a que les jeunesses communistes globalement dans la ville que j'ai adhéré à ce mouvement de jeunesse.
J'ai fait quelques années au PC, pas longtemps. Le mur de Berlin était tombé au passage, et puis comme je suis latino aussi, j'ai été très sensible à tout ce qui était les courants altermondialistes, tout ce qui était Via Campesina. Donc je me suis intéressé à tout ça, et puis j'ai arrêté la politique pendant un certain temps, parce que je considérais que c'était pas là que ça se passait. Je suis arrivé à un ovni qui s'appelait Europe Écologie Les Verts. Je trouvais que c'était bien d'avoir un objet un peu bizarre qui allait de Danny Cohn-Bendit à Eva Joly en passant par José Bové. Et qu'en fait, c'est des gens qui, a priori, n'avaient pas grand-chose à voir ensemble, mais qui, pour autant, essayaient de porter au moins quelque chose que on est sur la planète ensemble, et qu'il faut bien qu'on apporte des réponses, en fait. Et en fait, dans une organisation politique qui prône la biodiversité, mais qui n'accepte pas la biodiversité politique en son sein, je pense que c'est un problème. Je pense que la démocratie, c'est aussi ça. Et quand je considère que dans cette organisation-là, je n'y trouvais pas ça, j'ai décidé de me donner corps et âme dans une association qui s'appelle la FCPE. D'abord, j'ai fait ça parce que je suis papa, en fait. J'ai 4 mômes. Et donc, je considère que c'est l'école qui est l'outil institutionnel qui permet de culturellement intervenir dans une société. Je pense que c'est là qu'on apprend aux enfants à s'affranchir de leurs parents. J'essaye dans cette fédération non seulement d'avoir une approche de parents d'élèves normale, c'est-à-dire faire les fêtes d'école, c'est la clé d'entrée, faire en sorte que l'école soit quelque chose d'accueillant pour un enfant. J'essaie aussi de m'intéresser aux politiques éducatives. Je travaille sur les enjeux aussi de société. Donc j'essaye de faire ça dans cette fédération, j'essaye de porter ça. Quand la FCPE a été créée, il y a eu ce qu'on appelle la fédération de Cornec. Il donne l'existence du parent d'élève. Avant, ça n'existait pas vraiment un parent d'élève. Cornec permet quand même d'aller sur cette idée que parent d'élève, ça existe. C'est un statut, c'est quelque chose. Et puis arrive une autre génération de parents d'élèves. Les parents font partie désormais de la communauté éducative. C'est quelque chose d'assez récent en fait dans l'histoire de l'école française. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la communauté éducative? Dans les conseils d'école, les conseils d'administration, les conseils supérieurs des programmes, les conseils supérieurs d'éducation. Vous imaginez, il y a un ministre qui est là, les parents peuvent voter. Alors c'est consultatif, mais on vote quand même. C'est-à-dire qu'il y a la présence des parents d'élèves comme un élément indispensable d'une démocratie scolaire, à tel point qu'en 2014, notre fédération réussit à arracher à Najat Vallaud-Belkacem à l'époque une loi qui s'appelle la loi de la coéducation. C'est-à-dire qu'on reconnaît aux parents le droit à coéduquer. Ce qui n'était pas forcément évident. Donc tout ce dont on est en train de parler est quelque chose d'assez récent dans l'imaginaire collectif et dans la culture éducative de ce pays. Non seulement on existe en tant que parents, on vote en tant que parents, mais on s'intéresse et on analyse et on étudie les politiques éducatives, et en plus, on est capable d'en proposer de façon alternative. Quand Jean-Michel Blanquer a été ministre, comme il était DGESCO d'avant, tout le monde pensait qu'il allait avoir une approche technique de l'éducation. Non. Jean-Michel Blanquer et ses successeurs ont eu une approche politique de l'éducation nationale qui a consisté à organiser la prolétarisation des enseignants, la commercialisation de l'école et la concurrence déloyale entre les écoles privées et les écoles publiques. Quand on veut défendre les élèves et quand on veut défendre l'école publique, on sait que les enfants, les parents, les enseignants doivent travailler les mains dans la main. L'école française fabrique des citoyens. C'est ça le projet politique de la République. Et on est en train de l'abîmer. Ils sont en train de l'abîmer. Parce que c'est insupportable d'avoir des élèves qui remettent en question leur établi. On a décidé de porter l'école au cœur de notre réflexion. Et comme on a l'habitude de dire avec Ségolène, la circonscription, la 3e circonscription de l'Atlantique, c'est un peu une petite France. On a beaucoup dit ça pendant la campagne législative, puisqu'on a des quartiers populaires, les Dervalières au cœur du quartier où nous sommes aujourd'hui. Il y a le quartier Bellevue. On a des villes plus périurbaines comme Couëron, Saint-Herblain, Indre, etc., qui sont des villes, on va dire, un peu plus dortoirs. Et puis on a des villes plus petites avec des problématiques plus rurales. Bref, en termes d'éducation, en fait, on rencontre beaucoup de cas de figure qui sont assez représentatifs finalement de ce que les établissements français sont. On a un petit trou dans la raquette, c'est l'enseignement supérieur. On espère qu'il y aura un panorama assez représentatif finalement de l'école française. L'idée quand même, malgré tout, ce serait d'aller un peu plus loin que le simple constat, essayer de tracer les contours peu réjouissants quand même de l'avenir de notre école, celle que nos gouvernements successifs appellent de leurs vœux. On en a déjà un petit peu parlé dans l'introduction, mais je crois qu'il va falloir qu'on aille au fond de ces choses-là. L'école qu'on voit apparaître petit à petit au détour des réformes, qui arrivent insidieusement. Une chassant l'autre, on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte que c'est grave, et finalement, ils ont déjà 2-3 réformes d'avance. C'est à bas bruit, puis à un moment, ça arrive brutalement, comme c'est le cas avec les dernières annonces gouvernementales.
Donc la lutte actuelle là, qui a été initiée dans le 93, elle trouve un relais maintenant depuis 3 semaines en Loire-Atlantique. C'est pas beaucoup relayé par les médias nationaux. Et pourtant, ce qui se joue autour de l'école, c'est si important. De nombreuses voix vont sans doute se faire le relais de ces différentes luttes. Et pour initier ce débat et libérer la parole, on a invité 2 voix. La première de ces voix, c'est une voix bien connue de nous, c'est la voix des parents en lutte de l'arrêt plus de Mandela. Effectivement, tu m'as interpellée sur où est-ce qu'on en était au bout de 3 ans de lutte. En fait, ma première réaction, on est désespérés, parce que Ségolène a bien résumé la situation, c'est qu'en fait, on nous balade à gauche, à droite. On a écrit je ne sais combien de courriers. On a été reçus de nombreuses fois à différents échelons, toujours très bien reçus, avec courtoisie, politesse, etc. On nous entend, nous comprend, mais malgré tout, rien n'est fait. Et puis au final, il y a quand même eu des choses positives. Alors les choses positives, en fait, c'est pas grâce à nos, on va dire, responsables institutionnels. C'est grâce à nos combats, en fait. Une des premières actions qui a eu ses fruits, c'est on souhaitait un rendez-vous auprès de la rectrice ou du DAZEN. Et en fait, malgré nos lettres, on n'avait jamais de réponse. Et on a séquestré la directrice. Et c'était vraiment la première action qui a eu un effet, parce que dans la journée même, on a été reçus grâce à nos actions, donc école morte, la médiatisation, la montée sur Paris aussi. On a quand même obtenu la nomination de la prof surnuméraire, c'est-à-dire un enseignant qui est nommé en plus des équipes en place. Et puis l'année dernière, on a aussi eu l'ouverture d'une classe au moment où beaucoup d'écoles subissaient des fermetures. C'est dommage qu'on soit obligé à chaque fois de mener des actions un petit peu coup de poing. Effectivement, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que les nouvelles ne sont pas bonnes par rapport à la revisite de l'éducation prioritaire. Il va falloir remuer le cocotier, comme tu dis, Ségolène. On a des idées sous le coude. Il va falloir passer sur des actions encore fortes, qu'on ne souhaiterait pas, mais malheureusement, on pense qu'il n'y aura pas d'autre choix. Alors, nous, on se bat parce que actuellement, on constate malheureusement que le gouvernement cherche à faire des économies sur le dos des plus pauvres. Et ça, c'est inacceptable. Donc, on ira jusqu'au bout. La seconde voie, c'est celle de Sylvain Marange, enseignant syndicaliste en lutte, aussi pour l'arrêt plus, mais cette fois au collège de la Durantière. Alors nous, on vit la même histoire que l'école Mandela. Le collège de la Durantière, c'est 30% d'élèves qui arrivent au collège avec un niveau satisfaisant en français, c'est-à-dire moins d'un tiers d'enfants qui, à l'école primaire, ont construit des acquisitions, disons, d'un niveau qui leur permet de poursuivre ensuite sans trop de difficultés. Et c'est 30% d'élèves qui ont les mêmes résultats à peu près aux évaluations en mathématiques. C'est 95% d'élèves qui connaissent quand même des fragilités, quand ils sont en réussite en français ou en mathématiques, connaissent quand même des fragilités dans les autres domaines. Alors ça, on le constate évidemment tous les jours, et ça s'est considérablement détérioré au cours du temps. Le Covid a eu un effet très dur sur le désengagement scolaire d'une partie des enfants à l'école primaire, et évidemment ça se poursuit aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que évidemment quand les adolescents n'ont pas trop l'école en tête, parce que c'est pas facile de se confronter tous les jours à des difficultés scolaires, et ben ils dérogent au règlement intérieur. On en est aujourd'hui à 62 conseils de discipline en 2 ans et demi au collège. Ça représente plus de 18% des élèves, puisqu'il y a 350 élèves en tout dans le collège. Donc ils sont sanctionnés sur les apprentissages, puis ensuite ils sont sanctionnés par le règlement intérieur. Et puis enfin, c'est aussi un grand nombre d'élèves qui, à la fin de la classe de 3e, se retrouvent très déçus de ne pas obtenir les choix d'orientation, les vœux d'orientation qu'ils font pour la poursuite de leurs études. Beaucoup d'élèves sont orientés malgré eux vers la voie professionnelle ou vers des formations de la voie professionnelle. Une élève me disait il n'y a pas longtemps, je suis prof principal en 3e, on me disait il n'y a pas longtemps, mais vous voulez gâcher ma vie. Alors cette situation-là, évidemment, a conduit à se mobiliser pour obtenir des moyens. Alors, comme le disait Elodie, on gagne des moyens, mais toujours cosmétiques et qui permettent véritablement pas de changer la donne. Et puis on a joué aussi la carte pour ennuyer tout le monde de la médiatisation à outrance de toutes les actions. Donc on n'a pas arrêté les manifs dans le quartier, les déplacements visibles. On a rebaptisé le collège Stanislas au moment de l'affaire Amélie Oudéa-Castéra. Et puis on a joué comme ça sur les réseaux sociaux, dans la presse locale, mais aussi dans la presse nationale. Il y a eu pas mal d'échos. Et on en est arrivé à l'idée qu'il fallait qu'on aille au ministère. En suivant l'exemple de Mandela, comme il ne nous donnait pas de rendez-vous, on y est allé. Le 1er février dernier, on s'est imposé au ministère, ils nous ont reçus. Sans rendez-vous, ils étaient prévenus, mais ils nous ont reçus quand même. Et donc on a pu avoir un entretien pareil.
courtois, sympa. Et on est reparti de là, évidemment, avec aucune garantie, aucun délai pour le classement REP+, puisque c'est aussi ce qu'on demande, puisque le classement REP+, ça veut dire un peu plus de profs et un peu plus de temps pour le travail en équipe. Et juste un mot pour conclure, il s'est passé un truc un peu particulier à la Durantière, c'est qu'on avait traditionnellement un peu de difficulté à mobiliser les parents d'élèves. On avait de bons échos quand on les avait au téléphone ou quand on les rencontrait ponctuellement sur des questions scolaires, on avait plutôt des retours très positifs, mais il n'y avait pas ce sentiment d'être légitime aussi à exiger du pouvoir qui donne les moyens dont on a besoin. Donc on a pris l'initiative il y a quelques mois d'appeler tous les parents d'élèves à une réunion, un par un. Et on a fait une grande assemblée générale au collège, on a réussi à imposer ça au chef d'établissement qui depuis n'en veut plus. Et lors de cette grande assemblée générale, on a pu connecter tout le monde à la préoccupation qui était portée par l'association des parents d'élèves, mais pas encore par tous les parents d'élèves. Ça a été un moment très précieux, parce que ça a pu être transformé ensuite en manifestation, et puis ça a pu se transformer ensuite en beaucoup d'échanges, et on se retrouve à nouveau connectés pour la lutte contre le choc des savoirs. Et ça a été je pense un tournant, et c'est peut-être pas étranger aussi au fait que le ministère nous ait reçus au pied levé, parce qu'il le savait, on avait beaucoup communiqué sur cette dimension-là de popularisation de l'action dans le collège. On a l'impression qu'on parle des réformes un peu en disant ils sont incompétents, et ils nous font faire des choses qui ne vont pas, etc. Moi, je voudrais peut-être attirer votre attention sur le fait que il me semble que les réformes auxquelles on assiste, elles font système. Je crois que ça, c'est très important de le dire. Elles font système. Les gens qui nous proposent ces réformes ne sont pas incompétents. Ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Parfois, dans la salle des profs, j'allais jusqu'à dire ce que je vais vous dire là, pour essayer de provoquer mes camarades, mes collègues à réagir. Je leur disais, écoutez, je ne finirai pas ma carrière comme prof du service public, parce que le service public, ils veulent le tuer. Je le disais sans le croire, maintenant je le crois. Et je le crois d'autant plus depuis l'événement de Stanislas. Rendez-vous compte que Stanislas, c'est 7 gymnases. Il y a 3000 élèves, de la maternelle jusqu'aux classes préparatoires. Ça veut dire à peu près 2 fois grand comme un lycée de centre-ville de Nantes. Stanislas, c'est 7 gymnases. C'est 2 piscines, vous entendez bien. 2 piscines. C'est des espaces verts. C'est une salle de repos à chaque étage. Un foyer à chaque étage pour les élèves. C'est une dizaine d'amphis. Et ils sont 2 fois plus que l'effectif d'un lycée nantais comme Clémenceau, Histo ou Julien. Est-ce que vous imaginez un lycée de province qui aurait une piscine? Il y a un séparatisme qui est à l'œuvre ici. Depuis longtemps, il y a contournement des cartes scolaires, etc. D'abord par le public, puis ensuite par le privé, parce qu'on ne peut plus gérer autre chose. Il y a un séparatisme public-privé, et je crois maintenant qu'il va être temps que l'argent public revienne à l'école publique. Moi, je suis maintenant partisan qu'on réouvre ce débat. Le principe de nos assemblées populaires, c'est avec vos voix, avec vos envies, avec vos parcours et vos idées, on arrive à construire quelque chose en commun. En gros, il y a 3 grands axes qui sont ressortis de nos échanges, à savoir qu'il faut commencer par redéfinir l'école, redéfinir son rôle, redéfinir la place de l'école. Et cette redéfinition, elle ne peut pas se faire sans les professionnels, l'ensemble des professionnels, pas uniquement les professeurs, mais aussi avec les parents, et peut-être, pourquoi pas, avec les élèves. Il y a un deuxième point qui est du coup de reconnaître le travail de l'ensemble des professionnels en donnant un statut aux AED, aux AESH et à l'ensemble des professionnels qui travaillent au service de l'éducation nationale. Ça passe aussi du coup par la formation de tout ce beau monde et une vraie revalorisation des salaires. Ça passe aussi par le fait de donner du temps à l'ensemble de la communauté éducative pour pouvoir se rassembler, pour pouvoir échanger et pour pouvoir construire ensemble des projets éducatifs et peut-être trouver des solutions à des situations particulières. Et enfin, dans les moyens d'action, alors le premier qui ressort et qu'on ne peut pas ignorer, ça reste l'union. Le fait de faire union avec l'ensemble des professionnels du milieu éducatif, avec les parents d'élèves, avec les élèves et avec tous ceux qui ne sont même pas forcément parents d'élèves. Ça passe par le dialogue, par le fait de pouvoir se parler, ça veut dire se mettre à la portée de l'ensemble des parents d'élèves et donc ne pas oublier qu'il y a des gens qui ne parlent pas forcément, qui ne lisent pas forcément le français. Et donc si on veut intégrer l'ensemble des parents, ça veut dire ne pas les oublier, peut-être effectivement trouver une solution de traduction. Ça veut dire aussi réclamer l'argent qui est dû à nos enfants, réclamer l'argent public,
pour payer l'école publique et pour payer l'ensemble des professionnels, mais aussi les structures, parce qu'on ne peut pas se contenter d'écoles en ruine, de passoires énergétiques, on ne peut pas se contenter d'établissements dans lesquels on a des infiltrations d'eau, des établissements malsains. On doit envisager nos établissements dans le futur, ne pas oublier qu'effectivement on est dans une période de transition climatique, et donc réfléchir nos établissements scolaires avec un prisme écologique, il serait peut-être temps de s'y mettre. Dans les moyens d'action toujours, il y a arriver à obtenir de la visibilité, notamment nationale, à toutes nos actions. Et enfin, pourquoi pas, mêler la justice à tout ça.